Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Florence d'Expat United. Je suis ravie que vous soyez là pour ce nouveau rendez-vous de l'expatriation, ce premier rendez-vous de l'année 2012. Écoutez, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, l'idée du rendez-vous, c'est vraiment d'échanger entre nous autour de l'expatriation, d'avoir vos partages d'expériences, de créer le débat, voilà. Et donc pour ça, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Roudot. Donc, Monsieur Roudot, en fait, a été, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été journaliste, est journaliste et écrivain. Il a été correspondant pendant 12 ans à Londres. Donc, il a un grand parcours d'expatrié et il a travaillé donc à Londres pour Radio France, Marianne, Arte. Il est aujourd'hui de retour en France et il travaille pour le magazine européen Arte. Il a donc notamment écrit un livre sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer aujourd'hui, qui s'appelle, je vous le montre, France, je t'aime, je te quitte, et que je vous conseille car il parle de tous les expatriés et de son point de vue. Enfin, vous allez voir, on va du coup en parler pendant le rendez-vous, mais vraiment je vous conseille, c'est un très très bon livre. Bonjour à tous, merci de vous être levé tôt peut-être ou de vous être couché tard pour avoir cet échange et j'en suis tout à fait satisfait parce que j'aime beaucoup pouvoir parler avec les gens des antipodes, des Français qui se sont expatriés. Alors comment est venue l'envie d'écrire ce livre? Et puis si vous pouvez nous décrire aussi un petit peu les profils types en fait que vous décrivez dans ce livre. Alors tout d'abord, je vais essayer d'expliquer la raison de ce titre. Effectivement, c'est un petit clin d'œil à cette phrase qui a souvent été utilisée, la France, on l'aime, on la quitte. Alors j'ai voulu dire qu'on peut la quitter quand on est Français de l'étranger et tout en restant attaché à la mère patrie. Ça c'est donc un petit clin d'œil dans ce titre. Sinon ma démarche, elle part d'une démarche personnelle. Je suis effectivement journaliste, mais je suis aussi citoyen et je me suis aperçu qu'au fil des années de mon expatriation, je ne regardais plus la France de la même façon. Il y avait des choses qui m'irritaient, qui avant ne m'irritaient pas et qui désormais, alors que je regardais ces choses-là à la lumière de mon expatriation, m'irritaient. Mais il y a aussi des choses que je redécouvrais avec grand plaisir. Et c'était pas uniquement la gastronomie française quand j'y revenais. Donc voilà, ça a été une démarche personnelle à l'origine, puis une démarche journalistique, puisque je me suis dit, on passe son temps lorsqu'on est à l'étranger à faire ce dialogue intérieur, à comparer sa vie, sa nouvelle vie lorsqu'on habite à l'étranger avec son pays qu'on a quitté. Et voilà, je me suis dit, c'est dommage qu'on n'entende pas plus souvent la voix des Français de l'étranger. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire parce que ils ont une nouvelle expérience, ils ont un regard un petit peu extérieur au bocal national. Et voilà, j'ai ouvert un petit peu comme je suis un homme de radio, je dirais, j'ai ouvert le micro à tous ces Français qui se sont expatriés. Alors le profil des expatriés, j'ai choisi plutôt des gens qui qui ont décidé de partir eux-mêmes, qui ne sont pas envoyés par une administration, par une entreprise, donc qui ne sont pas détachés, mais des gens qui ont fait un peu une démarche personnelle, parce que peut-être à tort ou à raison, je considérais que c'était plus riche d'enseignements, parce qu'on tente une aventure et peut-être qu'on en ressort un petit peu plus en termes de vision de son propre pays, alors que si on est envoyé tout frais, compris, avec tout le confort d'une entreprise, je me dis peut-être que on n'a pas tout à fait le même regard. Donc, et puis après, le profil, il est à l'image de la France de l'étranger, à savoir extrêmement varié, des jeunes, des vieux, des gens diplômés, des gens non diplômés, un peu dans tous les secteurs d'activité. J'ai essayé d'avoir des thématiques, par exemple, je consacrais un chapitre aux chercheurs français qui s'expatrient, j'ai consacré un chapitre aux gens d'origine étrangère, alors c'est toujours un terme un peu difficile, enfin qui ne sont pas français de souche comme l'on dit et qui souvent découvrent que c'est plus facile d'ouvrir les portes ailleurs qu'en France. Ça a été un point important. J'ai aussi
consacré un chapitre aux entrepreneurs. Donc, il y a une très grande variété des témoignages. J'ai un prisme un peu qui est occidental et je m'en excuse, mais je m'en justifie aussi. Ce prisme, c'est plutôt d'avoir interviewé des gens qui sont issus qui sont expatriés dans des pays au développement économique assez comparable à la France, donc beaucoup en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, parce que mon idée de départ étant que on veut avoir ce témoignage des Français de l'étranger, je pense que c'était intéressant d'avoir des solutions éventuelles ou disons des choses qu'on puisse adapter en France à travers le regard des Français de l'étranger, d'où cette idée d'avoir un petit peu des pays au développement économique comparable, même si je suis sûr qu'on peut avoir une expatriation riche d'enseignements dans l'hémisphère sud, bien évidemment. D'accord, très bien. Alors, pour avoir lu le livre, j'ai trouvé en fait que c'était un peu une ode à l'expatriation, c'est-à-dire que pour moi, on referme le livre et on a envie de se dire mais qu'est-ce que je fais en France? Je devrais m'expatrier. Est-ce que cette ode à l'expatriation a été souhaitée en fait? Disons que bon, le propos du livre n'est pas de dire que tout va mal, rien ne tourne rond dans notre bel hexagone et que le salut serait forcément hors de France. J'ai essayé d'avoir un point de vue un peu objectif et de montrer que effectivement, lorsqu'on s'expatrie, on a un regard critique qui s'aiguise, mais on a également, on apprend à redécouvrir, à chérir certaines choses auxquelles on avait perdu de vue lorsqu'on habitait en France. Donc ça, c'est un premier point, donc c'est un double regard, et à travers les commentaires, souvent les gens apprennent à faire la part des choses, et il n'y a pas qu'un discours très critique, mais je pense que la France a ses problèmes, a ses blocages, c'est un pays qui, comparé à d'autres sociétés, fait que il est souvent plus difficile de percer, il est souvent plus difficile en fonction aussi de son origine. J'ai trouvé que, voilà, notamment dans le monde anglo-saxon, il y avait plus de flexibilité, hein, un concept qui est un peu controversé. J'ai eu énormément de témoignages qui allaient dans le même sens. C'était un peu une phrase qui revenait comme un motto, hein, comme on dit en anglais, ce que j'ai réussi à faire à l'étranger, je n'aurais jamais pu le faire en France. Et c'est quand même une phrase qui devrait nous intéresser parce que, effectivement, je pense que la société française n'est pas aussi ouverte et qu'elle a des leçons, pas tout le temps, mais parfois dans un pays. Et voilà, il y a ces blocages. Et l'idée était une ode à l'expatriation, mais mon idée c'était de remuer un petit peu le cocotier pour faire en sorte qu'on se pose avec des gens qui quand même sont aux avant-postes de le regard, à la fois la société dans l'expatrié, mais de ce pays et cette société à laquelle ils ont souvent encore des attaches. Beaucoup de clichés à la France, hein, les clichés sont pas forcément faux, mais c'est vrai que je pense que si on est danois ou si on est norvégien, peut-être que les gens n'auront pas d'idées préconçues sur vous. Quand on est français ou britannique ou américain, on a à voir sur son épaule tous les stéréotypes qu'on peut avoir et parfois les reproches qu'on peut avoir au pays dans son ensemble. Mais au-delà de ça, je pense pas que la France est un pays qui est à souffrir plus qu'un autre de préjugés très négatifs. Peut-être que dans certains pays liés à l'histoire coloniale, il peut y avoir une hostilité, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec la politique menée par le président du moment, le président Sarkozy en l'occurrence en ce moment. Mais au-delà de ça, je pense pas faut pas souffrir en tout cas de paranoïa. Moi, j'ai quand même vécu longuement en Angleterre, qui est selon la définition notre meilleur ennemi, et ma foi, j'ai toujours été accueilli et je garde un très très bon souvenir de mon passage en Angleterre. D'accord. On avait une autre question de Chavannes, qui a apparemment été expatrié, si j'ai bien suivi, 12 ans au Japon, et qui dit « J'ai un peu l'impression que beaucoup d'expats passent leur temps à casser du sucre sur la France. Tout est mieux à l'étranger, les Français sont des esprits étroits, etc. etc. Qu'en pensez-vous » Donc il y a eu pas mal de réactions.
Disons que tous les Français ont l'esprit étroit et qui passent leur temps à casser du sucre sur leur dos. Chavannes, quelque part, se conforme à stéréotype, si je comprends bien. Non, je dirais que moi, j'ai eu un regard, à mon avis, assez équilibré des Français de l'étranger. Oui, ils voient certaines difficultés qui sont certains conservatismes, qui soient de droite ou de gauche. La France est un pays qui, à mon avis, et ça c'est un point de vue personnel, si vous me le permettez, est un pays assez passéiste et qui regarde beaucoup vers le passé, qui a peur de l'avenir, alors que il y a un bouillonnement autour de nous que nous, expatriés, nous pouvons voir. La France souffre d'un certain repli sur soi. Alors moi, le but de mon bouquin, c'est de donner la parole à certaines personnes, certains Français de l'étranger, qui pointent du doigt et qui renvoient cette image en disant attention, il faut parfois ouvrir les fenêtres sur l'hexagone, il faut savoir se remettre en cause. Et donc, alors si c'est ça, casser du sucre sur le dos de son propre pays, si c'est ce que font les expatriés, soit, mais je crois pas. Je pense que les gens ont développé une certaine intelligence, un double regard, comme je le disais, et qui savent aussi voir les bons côtés de la vie en France, et pas simplement le camembert, la baguette et le bon vin. Je pense que j'ai eu des témoignages de gens qui me disaient, lorsqu'ils sont rentrés en France, ils étaient heureux de s'apercevoir, par exemple, que le peuple français reste un peuple extrêmement citoyen, très politique. Lorsqu'on a des dîners, on aime bien, bon, il y a la culture du conflit à la française, on aime bien s'empailler quelquefois, mais voilà, avec une réflexion, alors que lorsqu'on vient de pays, la personne qui me disait ça venait d'Australie ou dans d'autres pays anglo-saxons, souvent la discussion peut être plus passe-partout, on évite les sujets qui fâchent, et cette envie de débat citoyen, de culture, c'est quand même quelque chose qui est dans l'ADN des Français et qui est appréciable. Donc le discours des expatriés n'est pas exclusivement, loin s'en faut, négatif sur la mère patrie. D'accord, très bien. Alors, je fais juste un petit rappel. Ceux qui regardent ce rendez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur participer. Comme ça, vous pourrez interagir avec nous par webcam ou par chat. Et pour cela, en fait, n'oubliez pas, il faut vous inscrire. Quand vous cliquez sur participer, inscrivez-vous, mais ce ne sont pas les identifiants et login et mots de passe de Expat United. Il faut vous en créer des nouveaux. Et comme ça, vous pourrez interagir avec nous. C'est intéressant là, parce que j'ai demandé en fait à tout le monde de se présenter dans la zone de commentaires, donc on a vraiment du monde un petit peu de partout, en Angleterre, en Espagne, à Shanghai, au Japon. William, c'est dommage parce que William disait qu'il demandait en fait si on avait déjà évoqué le problème de la discrimination raciale, parce qu'apparemment lui il pourrait, si je comprends bien, lui il dit je me retrouve assez dans ce que l'on appelle la discrimination raciale. Avez-vous déjà évoqué ce point? On peut peut-être en parler un petit peu, Monsieur Rodeau. Ah oui, d'autant plus que c'est quand même un des sujets qui me tient le plus à cœur pour des raisons privées. Donc oui, j'ai consacré un chapitre entier et parfois, lorsque je recueillais ces témoignages, je dois vous dire que j'avais la colère qui me montait parce que j'ai entendu trop souvent de gens qui me disaient j'ai dû quitter la France. Alors c'était soit des Français d'origine maghrébine, d'origine africaine ou d'origine même antillaise, où ils vivaient au quotidien la discrimination au logement, à l'emploi, et tout leur semblait tellement plus facile dans d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre. Ils ne nous disaient pas que tout était parfait, que le racisme n'existait pas ailleurs, mais ils disaient voilà, au moins on me laisse ma chance, au moins on accepte de me recevoir pour un entretien. Et j'ai trouvé préoccupant le témoignage de gens qui nous disaient que finalement c'est en France qu'ils avaient le moins d'opportunités. Et ça, je pense que franchement, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Et ce qui mettait le plus en colère ces jeunes, parce qu'ils étaient souvent jeunes, c'est le décalage entre le discours officiel, liberté, égalité, fraternité, entre ce discours républicain qui fait qu'on est tous français, quelle que soit la couleur de notre peau, et que on vit à l'école républicaine, que on aurait une sorte d'égalitarisme
parfait, alors qu'on sait très bien que dans la réalité, le monde n'est pas comme ça. Et dans des pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, le Canada, qui ne passent pas tous les 4 matins parler de l'égalitarisme, au moins dans le concret, il y avait moins cette barrière liée à l'origine ethnique. Et j'ai pointé un paradoxe dans mon livre, c'est que la France a la réputation d'être un pays très interventionniste, très étatique, donc qui peut des choses, et qui finalement se donnait aucun mal pour lutter contre la discrimination raciale, comme je disais, à l'embauche, au logement, alors qu'on sait qu'elle existe. Il y a très peu de gens qui sont condamnés pour ce genre de pratique, alors que des pays réputés libéraux, où l'interventionnisme étatique est beaucoup moins important, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, dans ces pays-là, on prenait le taureau par les cornes et on prenait cette chose-là très au sérieux, avec une volonté d'agir pour faire en sorte que ce problème soit résolu. Et je terminerai sur un témoignage qui m'a beaucoup interpellé aussi. Plusieurs jeunes m'ont dit d'une part que d'origine étrangère, de Français d'origine étrangère m'ont dit que leur confiance, ils avaient regagné leur confiance à l'étranger, parce qu'ils avaient trouvé un job, parce qu'ils étaient considérés, et ils avaient retrouvé leur identité française à l'étranger, parce qu'on ne leur envoyait plus cette image toujours brouillée en France, qui est celle de Français d'origine, issue de... Non, on leur envoyait l'image toute simple d'un Français, point barre, point final. Ouais, c'est dommage que William ne puisse pas intervenir, mais donc il explique qu'il est à Londres, qu'il est martiniquais et qu'il est arrivé du coup déjà en France à 18 ans et qu'il a souffert beaucoup de tout ce qui était discrimination raciale. Si dans ceux qui nous écoutent, il y a et vous êtes maintenant trader à la City. Bon ben bravo, c'est super. Les temps sont difficiles pourtant, à la City de Londres. Non, c'est vrai que dans son livre, Monsieur Rodeau évoque un petit peu les différents types de profils d'expatriés. Donc on a vu un petit peu le profil des chercheurs. Si vous êtes jeune diplômé et que vous avez dû partir à l'étranger parce que justement on vous disait qu'en France vous manquiez d'expérience, j'aimerais bien que vous veniez témoigner justement si vous avez été victime de discrimination raciale en France et que vous êtes parti à l'étranger pour cela, je serais aussi ravie d'avoir votre témoignage. Et également, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes parti peut-être parce que vous aviez l'impression que les démarches administratives pour entreprendre en France étaient trop complexes, n'hésitez pas, franchement, on aimerait, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir votre témoignage, votre retour d'expérience et d'échanger sur tous les sujets liés à l'expatriation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à allumer surtout votre webcam pour parler de votre expérience. Monsieur Rodeau, vous alliez dire? Oui, j'ai envie de réagir à deux témoignages ou deux questions. Une posée par Chavan, est-ce qu'il faut parler la langue du pays où l'on est expatrié? Moi, je pense que oui, autant que faire se peut. Après, c'est vrai que ça dépend de la durée de l'expatriation, mais je crois que vraiment c'est un vecteur essentiel pour s'intégrer, pour découvrir, pour développer cette double culture que l'on a, la sienne et dans sa culture d'accueil. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec S. Gauthier qui dit, je pense qu'à l'étranger, tout devient plus complexe, donc on devient plus battant. Je pense que ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on reste dans le liquide amniotique national, on a ses repères et on a aussi ses peurs, c'est-à-dire de peur de décevoir, pardon. Et quand on est à l'étranger, tous ces repères disparaissent et il faut qu'on ressorte cette énergie et l'horizon n'est plus le même. C'est-à-dire que on peut, à mon avis, être capable d'oser des choses qu'on n'oserait pas dans son propre pays. Et j'ai eu le témoignage d'un entrepreneur à New York, présidente et fondatrice de l'entreprise du New York Habitat, et elle me disait, voilà, moi j'étais un peu perdu, et parce que j'étais un peu perdu, j'étais prête à explorer des sentiers que j'aurais pas osé explorer en France parce que voilà, j'avais tous ces repères normatifs en France. Donc voilà, je pense qu'on est plus prêt à tenter ces choses-là parce qu'on n'a pas les mêmes repères, tout simplement.
Je dis juste là je lis le témoignage de William qui dit qu'il avait envoyé donc 200 CV avec sa photo, aucun entretien, puis une cinquantaine sans sa photo, 36 entretiens. Au final, rien suite aux entretiens. Il a dû faire de la manutention pour économiser pour partir ensuite à Londres où il a trouvé du travail en 15 jours. C'est vraiment ce que vous expliquez, c'est vrai dans votre livre. Voilà. Que devrait faire du coup la France par rapport à ça Vous parlez notamment qu'en Angleterre il y a, l'equity, vous parlez donc de Oui, l'équité raciale. J'ai envie de vous dire, même par rapport à la discrimination raciale, mais aussi par rapport à d'autres sujets, qu'a à apprendre la France en fait des autres pays et que devrait mettre en place la France pour progresser sur cet aspect-là, mais aussi éventuellement d'autres. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des pays étrangers? disons sur cet aspect de la discrimination raciale, là encore, je sais que c'est controversé, mais je suis prêt à dire que par rapport à bien d'autres pays, on a du retard. C'est clair dans la représentation politique, dans la représentation médiatique. Je pense que, voilà, pour prendre un exemple que je connais bien, puisque je travaille dans les médias, on est en train d'essayer de rattraper ce retard. Si vous regardez la BBC ou les chaînes américaines, vous voyez à quel point la petite lucarne est le reflet de la société américaine ou la société anglaise. En France, on a mis du temps avant de commencer à changer cet ordre des choses parce que voilà, on pensait que avoir un présentateur noir ou une présentatrice d'origine arabe, ça ferait pas bien au niveau des Français moyens. Je pense que voilà, c'est avec un peu de retard, on s'adapte. C'est des petits gestes, ça n'a l'air de rien, mais malgré tout, il y a un côté exemplaire. La télé. Moi, je pense qu'il y a la HALD maintenant qui existe. Je pense qu'il faudrait lui donner plus de moyens et surtout, ma foi, être sans, comment dirais-je, sans pitié pour les gens qui pratiquent la discrimination raciale. Parce que si on est sans pitié pour la discrimination raciale, on sera aussi sans pitié pour certaines personnes dans les banlieues qui s'appuient un peu trop facilement sur l'argument racial de dire voilà, on nous donne pas de choses, on nous donne pas d'emploi, on est discriminé. Si jamais on fait tout pour lutter contre ça, ceux qui ne veulent pas vraiment jouer le jeu de l'intégration républicaine n'auront plus cet argument facile et ce prétexte pour ne pas s'intégrer et pour vivre d'expédients. Voilà, ça va dans les deux sens. Moi, j'ai pas un discours qui serait un peu naïf, de dire voilà, les gens de couleur sont forcément des victimes par définition. Mais voilà. Là encore, je pense que c'est ce décalage que peuvent ressentir ces jeunes qui se sentent discriminés, même en entendant malgré tout ces discours républicains qui fait comme si on était dans un pays parfait, alors que ce n'est pas le cas. Sur d'autres points, si vous pouviez spécifier, Florence, ça m'aiderait. Non, j'ai pas forcément d'idée, mais vu que vous avez étudié pas mal de sujets. Moi, sur peut-être sur la vie des entreprises, comme j'ai consacré un chapitre intéressant sur les entrepreneurs, je pense que là le terme fait peur, le terme de flexibilité. Moi, ce que j'ai été étonné, c'est que beaucoup de gens vivaient la flexibilité en tant que salarié, pas forcément comme patron, parce qu'on a un peu tendance à voir la France, en France, la flexibilité comme un concept qui a été inventé par le patronat pour rouler les salariés dans la farine. Je me suis aperçu que souvent des salariés français à l'étranger, en fait, s'accommoder très bien de la flexibilité des horaires, d'avoir aussi un marché du travail qui est plus flexible où effectivement on peut licencier plus facilement, mais aussi on peut embaucher plus facilement. Voilà, je dis pas qu'on devrait abandonner le modèle social à la française, mais il y a peut-être des aménagements à faire et on peut peut-être regarder ailleurs ce qui se fait. Et je pense pas forcément à uniquement le capitalisme à face de yen aux États-Unis ou ailleurs. Il y a des pays comme le Danemark qui arrivent à allier, on a beaucoup parlé de la flexi-sécurité, à fois la possibilité pour les entreprises de licencier lorsque c'est nécessaire. Je pars du principe que les patrons ne licencient pas toujours par plaisir, et à la fois un filet social qui permet de faire en sorte que le chômage ne débouche pas sur un drame et de faire en sorte que voilà, on peut retrouver du travail
sans avoir une période noire de chômage. Donc voilà, il y a différents systèmes qui nécessitent d'être regardés. C'est encore une fois mon credo, c'est qu'on peut faire parler les Français d'étrangers qui peuvent ramener dans leur valise des expériences qu'ils ont vécues et puis voilà, pourquoi ne pas s'en inspirer. Là encore, il ne s'agit pas de calquer un modèle parce que s'il y avait un pays idéal sur notre belle planète, ça se saurait. Mais voilà, on peut essayer d'aménager notre modèle social sans le jeter à la poubelle et faire en sorte que peut-être qu'on ait un peu plus de flexibilité parce que finalement le manque de flexibilité, on en parle peut-être pas suffisamment, ça se fait au détriment de gens qui peuvent pas rentrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes où tout est cadenassé parce que c'est trop cher, trop risqué, trop dur pour un employeur de prendre un jeune. Alors je sais très bien que comme la chance qu'on a quand on est allé à l'étranger et qu'on est expatrié, c'est qu'on peut tenir ce genre de discours. Alors que en France, comme si on tient ce genre de discours, on est tout de suite étiqueté politiquement. Soit on est de droite, soit on est de gauche, et que voilà, mais enfin, je pense que on peut être de gauche et puis on peut voir aussi les bienfaits d'une certaine flexibilité. D'accord. Dans le livre, vous évoquez aussi à un moment donné dans ce que pourrait peut-être faire aussi la France en mieux, vous évoquez le fait que en fait la France ne voit peut-être pas, les entreprises françaises ne recrutent peut-être pas assez sur les compétences et un peu trop sur les diplômes. Qu'est-ce qui pourrait être fait justement par rapport à ça? Il faut mettre des choses en place. Comment? C'est vrai que vous expliquez que voilà, en France il vaut mieux avoir fait une bonne école, avoir un bon diplôme. Alors après d'autres pourront ne pas être d'accord, mais et alors qu'à l'étranger on va moins regarder le diplôme et plus regarder les compétences. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait améliorer en France, selon vous? Disons que je pense que en France, dans le monde de l'entreprise, on est trop prisonnier de l'étiquette, de l'image, ce qu'on appelle la diplômite. C'est-à-dire qu'un comptable est censé rester comptable jusqu'à la fin de ses jours. Et des personnes qui essaient de changer de voie ou qui essaient de gravir les échelons alors qu'ils n'ont pas le diplôme sanctionné par la grande école auront beaucoup plus de difficultés. Et je pense qu'il faut reconnaître la valeur de la formation en France, de l'éducation. Donc il n'y a pas de raison non plus à rebours de sanctionner ceux qui ont obtenu de bons diplômes, souvent en travaillant dur. Mais la difficulté, c'est le blocage. C'est que c'est très difficile, mais parfois impossible, ne serait-ce que juste d'avoir un entretien d'embauche si on n'a pas ce diplôme, ce parchemin. Et donc votre voie est tracée. Et moi, je pense que les employeurs gagneraient à reconnaître certaines qualités qui sont pas forcément incluses dans le curriculum vitae. Je pense que c'est clair que ailleurs on trouve aussi cette diplômite. En Angleterre, il y a Oxbridge, comme dit les gens qui sont sortis d'Oxford ou Cambridge, ou il y a la Ivy League aux États-Unis. Mais je pense que le monde anglo-saxon est plus ouvert aux personnes qui se sont faites elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut faire coexister les deux. Et je pense qu'en France, on aurait plus intérêt à ouvrir les horizons à des personnes qui ont des parcours atypiques. Et là encore, j'ai recueilli des témoignages de gens qui plafonnaient dans leur métier, qui étaient parce qu'ils n'avaient qu'un BTS. J'ai ce témoignage de quelqu'un qui a réussi au-delà de toute espérance au Canada, qui disait voilà, moi je peux faire ça, mais il dit mais monsieur, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'avez qu'un BTS. Et il a réussi au Canada, il a multiplié par 7 son salaire, il est devenu directeur d'un des départements d'une grosse entreprise, je crois que c'est Bombardier au Canada, et pour s'amuser, il a voulu voir comment son parcours serait valorisé s'il rentrait en France, et en fait, il plafonnait à 2000 € net, parce que, selon la formule d'une secrétaire qui lui dit, oui, mais monsieur, vous comprenez, vous n'avez qu'un BTS. Et entre-temps, l'entreprise n'aurait pas pris en compte, s'il était rentré en France, n'aurait pas pris en compte le fait que, entre-temps, il a été pendant 10 ans directeur d'un grand département dans l'ingénierie civile. Donc voilà, c'est une façon un peu obtuse. Alors j'ai même pas envie de commencer dans la cooptation des
élèves de grandes écoles, parce que ça nous amènerait trop loin. Mais voilà, je pense qu'il faudrait un peu plus de pragmatisme et ne pas s'arrêter uniquement à l'étiquette, parce que voilà, parce que on arrive aussi à des gens qui sont parfois aussi à des postes surqualifiés en France et qui sont malheureux parce que voilà, ils ont énormément de diplômes et au bout d'un moment ils commencent à patiner dans leur alors que si on donne sa chance à des gens qui n'ont pas forcément ce fameux parchemin, ça peut donner des gens qui sont extrêmement motivés. Enfin bon, ça c'est une source de réflexion. Il y a pas mal de questions dans la zone de chat. Il y a notamment Laurence, et je sais que vous avez évoqué ça dans votre livre, Laurence qui parle du problème de la double identité et qui dit elle est en Espagne, qu'en Espagne elle est la française et qu'en France elle est l'espagnole. Voilà, si vous voulez juste réagir par rapport à ça, parce que je crois que vous en parlez donc dans votre livre, que c'est en effet un problème d'identité quoi, qui est assez compliqué. C'est Laurence qui dit ça en Espagne. Oui. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est encore dans cette idée d'un double regard, d'un double dialogue intérieur qu'on développe. Moi aussi, j'ai ressenti exactement la même chose. Lorsque je suis en Angleterre, je défends la mère patrie. Je me fais un peu l'avocat du diable même parfois. Et lorsque je rentre en France, enfin lorsque je rentre en France, parce que maintenant je suis installé à nouveau définitivement en France, mais lorsque j'étais expatrié, que je traversais la Manche et je revenais ici en France, j'étais souvent irrité par les critiques vis-à-vis des Anglais, enfin surtout vis-à-vis des Anglais, c'est assez fréquent en France, et surtout le manque d'informations. Les gens ne cherchent pas toujours à savoir quelle est votre vision des choses, comment vivent les Anglais. Non, ils ont déjà leur idée et ce qu'ils pensent avoir vu, ce qu'ils ont vu dans un reportage qui souvent est parfois caricatural, et du coup ils vous disent ah oui les Anglais sont comme ci, sont comme ça, parce qu'en France il y a, je vous le confie, on est entre nous, il y a cette tendance aussi à croire qu'on connaît tout sur tout, et parfois oui ça m'irritait et ça m'a amené souvent à défendre les Anglais et à dire voilà, expliquer leur point de vue. En plus il y a une méconnaissance, souvent les jugements lapidaires sont basés sur une méconnaissance. Je vous prends un seul exemple que je connais bien. L'Angleterre est vue comme un pays, c'est un petit peu vu comme selon la caricature le petit frère des États-Unis, un pays qui serait ultra libéral, alors que c'est totalement faux. Il y a quand même un filet social qui est peut-être pas celui qui est en France, mais qui est quand même assez important. Le système de santé est totalement gratuit, ça les gens l'ignorent. Donc il y a plein de choses de contre-vérités qui sont colportées. Peut-être que les médias ne font pas bien leur boulot et que les correspondants, comme je l'ai été, n'informent pas suffisamment bien les gens. Enfin, j'en sais trop rien, mais souvent, moi, je me suis retrouvé à défendre les Anglais et à essayer un petit peu de montrer que le monde n'est pas blanc et noir et que voilà, il y a des différentes choses et que c'est voilà, qu'il faut prendre en considération la réalité plutôt que de se baser sur les idées qu'on peut avoir d'un pays vu à distance. Merci beaucoup. Alors, on a deux autres questions, mais je vais peut-être, pour changer un petit peu, faire intervenir Laurence, si vous voulez réagir un petit peu au propos, poser une question. C'est vous, Laurence, du coup, qui avez la double identité, donc c'est bien ça. Vous nous entendez ? Alors Laurence ne nous entend pas. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc il y a deux questions. Alors évidemment, je me doutais qu'on allait aborder ce sujet-là, donc le sujet des élections. Donc c'est James qui dit que pensez-vous des prochaines élections législatives où l'on pourra désigner notre député de l'étranger à l'Assemblée nationale? Est-ce utile ou pas? J'aurais tendance à botter en touche en disant on verra à l'usage après les élections de 2012. J'ai quelques interrogations sur le découpage. Hein, on va avoir 12 députés des Français de l'étranger sur le découpage qui fait que, par exemple, il y a une circonscription qui la circonscription d'Europe du Nord qui va aller de l'Angleterre jusqu'à l'Islande en passant par la Scandinavie. Je me demande dans la réalité quotidienne, quel pourra être le rôle de cet élu, comment il pourra représenter à la fois tout le monde en n'étant pas en permanence dans les avions. Enfin bref, j'ai quelques interrogations. Maintenant, moi je que me féliciter qu'on donne une voix aux Français de l'étranger. Je pense que les sénateurs des Français de l'étranger
n'ont pas toujours eu le rôle qu'ils devraient jouer. Il suffit de voir leur moyenne d'âge, ils donnent un peu l'image de France, d'une France assoupie, d'une France somnolente qui n'est pas celle des Français d'étrangers. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes candidats qui se sont lancés dans la compétition pour la députation à l'étranger. Donc, je dirais, on verra à l'usage. En tout cas, moi, le point qui me semble intéressant, c'est que maintenant, le vote des Français de l'étranger commence à compter, en particulier à la présidentielle. Et je pense que 2007 a été un tournant de ce point de vue-là. On a vu tous les candidats se bousculer, que ce soit à Londres, en Allemagne, aux États-Unis, pour essayer de recueillir le suffrage des Français de l'étranger. C'est parce que c'est électoralement un poids qui commence à compter. Hein. On parle de 2,5 millions de Français de l'étranger. Je crois que c'est presque 1 million d'inscrits. Donc, dans des élections qui s'annoncent serrées, ça peut jouer. Ensuite, je crois que les Français de l'étranger votent à l'élection présidentielle depuis 1981 et jusqu'à 2007, ils votaient comme un seul homme pour le candidat conservateur, pour le candidat de la droite, François Mitterrand, qui n'en tenait que aux Français d'étranger, les Français d'étranger n'auraient jamais été élus. Et donc en 2007, on a eu un tournant puisque les Français d'étranger, on peut voter conformément au vote de la France hexagonale. C'est pour ça qu'il y a un enjeu, que la droite se dit ce n'est plus un vote qui est acquis, qui nous est acquis, tandis que la gauche, qui avait tendance un peu à voir l'électorat des Français d'étrangers comme un électorat conservateur qui disait jamais ils voteront pour nous, maintenant ils savent que les Français d'étrangers votent aussi à gauche. Donc voilà, c'est intéressant. Et à mon avis, le vote des Français de l'étranger reflète le fait que le profil sociologique des Français d'étrangers a énormément évolué. Comme je disais précédemment, c'est plus l'expatriation à papa, ça n'est plus ces nantis qui vivent on a la caricature en Afrique de ces expats techniciens du pétrole en Angola ou au Gabon. Ça c'est fini, je pense que pour l'essentiel c'est fini et on a une France de l'extérieur qui ressemble maintenant à la France de l'intérieur. Très bien, merci beaucoup. J'ai pas oublié, hein, il y a une question sur le retour et on va l'évoquer parce que c'est aussi un sujet qui est évoqué dans le livre. Je vais laisser d'abord la parole à Anne. Je ne sais pas si c'est votre prénom. Non, c'est Romain. D'accord, allez-y, on vous écoute si vous voulez réagir, partager votre expérience, poser vos questions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christian. Ici en Espagne, j'avais toujours une certaine envie de pouvoir faire comme les Espagnols. Vous savez que les Espagnols, lorsqu'ils vivent à l'étranger, peuvent voter aux élections législatives espagnoles. Donc même si un Espagnol installé à Stockholm, par exemple, peut choisir voter pour son député en Espagne, chose que nous, les Français, nous ne pouvions pas faire en France. Donc, à moins d'être inscrit sur liste électorale française, bien entendu. Moi, j'ai donc uniquement pu voter pour l'élection présidentielle jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que ce sont des parachutages? Est-ce que ce sont des gens qui vont véritablement s'impliquer? Je crois que l'avenir le dira. Mais dans un premier temps, je pense que le fait même que nous puissions voter des députés, donc des représentants à l'Assemblée nationale me paraît salutaire au niveau de la démocratie simplement. Notre voix maintenant sera prise en compte, bien ou moins bien, ou tout dépendra de la personne qui nous représentera, bien entendu. Mais je crois que le fait est salutaire. C'est important, il me semble. Écoutez, moi personnellement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec ce jugement. Je crois que ça va moi tout à fait dans mon sens. Je trouve qu'on n'entend pas suffisamment la voix des Français de l'étranger alors qu'elle est riche cette voix, qu'il y a des choses à raconter. Enfin, je dis pas, encore une fois, on n'a pas tous la science infuse, on serait pas tous devenus des Alexis Tocqueville qui, à la faveur de l'expatriation, on pourrait savoir ce qui ne tourne pas rond dans l'Hexagone. Non, je pense qu'on peut avoir tort, on peut avoir raison, mais au moins on a ce double regard dont Anne parle, à savoir c'est Anne ou pardon, je suis perdu sur le. Oui. Mais Anne, c'est mon famille, voilà. Ah d'accord. Donc Monsieur Anne. D'accord. Donc je pense qu'on développe cette double culture qui est enrichissante.
Alors, si des élus peuvent se faire des porte-voix, et j'entends effectivement les différentes contributions sur le chat des gens qui parlent des parachutage. C'est vrai que Mariani, qui va hériter d'une circonscription Asie, Russie, Océanie, ça peut faire rigoler. Je pense qu'en tout cas, au niveau d'Air France, il va faire augmenter son nombre de Air Miles, n'est-ce pas? Mais je vois pas dans la pratique comment il peut. C'est ma seule interrogation, pour être honnête. Sur le principe, je trouve ça très bien, mais j'ai pas de réponse à cette question. C'est comment on peut représenter 3 continents en même temps. Est-ce qu'on peut avoir 50, 60 députés des Français de l'étranger? Ça deviendrait une nouvelle Assemblée nationale. On est quand même malgré tout que 2,5 millions. Donc voilà, j'ai pas de réponse à la question, si ce n'est que moi je demande à voir. Je trouve que c'est pas plus mal de doubler un petit peu le travail des sénateurs des Français de l'étranger, qui moi ne m'a pas convaincu. Donc peut-être qu'on aura des gens un petit peu plus plus motivés. Et puis il faut bien reconnaître que l'Assemblée nationale reste quand même une caisse de résonance plus importante que le Sénat. Et pensez-vous qu'en fait un député, parce que William évoque le sujet, est-ce qu'un député doit être expatrié, ou est-ce que son rôle c'est d'être en France et de faire entendre de France la voix des étrangers? Pour vous, c'est quoi le candidat idéal en fait pour être député à l'étranger? Moi, j'ai tendance quand même à préférer les gens qui ne sont pas parachutés. Hein. Moi, je pense que ce sont des gens qui ont une longue expatriation derrière eux, qui savent les problèmes auxquels sont confrontés les expatriés. Voilà, moi le profil, j'aurais tendance à préférer des jeunes. Enfin, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a forcément raison. Donc voilà, a priori ce serait ça pour moi le profil. C'est quelqu'un qui au moins a une expérience de l'expatriation, qui n'a pas non plus évolué uniquement dans les salons de l'ambassadeur, qui a eu une expérience personnelle, qui n'a pas été envoyée forcément par son administration ou par son entreprise. Donc voilà, quelqu'un qui a un vécu que je dirais un petit peu de. Moi, dans mon livre, j'ai fait la différence qui n'est pas forcément sympathique, mais entre les Français de l'étranger caméléons, ce que j'appelais les Français caméléons, les gens qui s'adaptent dans leur environnement, qui essaient d'épouser un petit peu ce double regard dont on parlait, et puis les Français escargots qui vont à l'étranger avec tous les avantages de cette chère République française, et qui voilà n'ont pas à mouiller le maillot, pour reprendre une expression footballistique, pour réussir l'expatriation. Donc j'aurais tendance à préférer le premier profil. Très bien. Oui, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Rodeau, parce que ça m'a beaucoup étonné en fait dans le livre. Vous parlez à un moment donné des statistiques de l'INSEE en fait, qui, alors peut-être maintenant c'est corrigé, mais qui pendant longtemps, en tout cas, vous me redirez, je me souviens plus, n'ont pas pris en compte les chiffres de l'émigration. Est-ce que c'était voulu? Enfin, je veux bien que vous abordiez ce sujet. Oui, alors c'est un tout petit peu complexe, mais je vais essayer de le résumer simplement. Alors, j'ai pas découvert ça moi-même, c'est Hervé Lebras, qui est un démographe éminent que beaucoup de gens connaissent, qui s'est aperçu que les chiffres des recensements étaient faussés, parce que au bout du compte, ça se basait sur le recensement de 90 et le recensement de 99, et l'INSEE partait du postulat que les immigrés sont un peu, les Français de l'étranger sont un peu comme des boomerangs, c'est-à-dire qu'ils partent, mais ils finissent toujours par revenir. Or, selon une étude, je ne vais pas rentrer dans son outil statistique, mais c'était assez convaincant, cet éminent démographe s'est aperçu qu'il y avait plus que les gens qui émigraient, l'expatriation durait. Et ils ne revenaient pas forcément. Et donc il y avait beaucoup plus. Donc tous ces gens n'étaient pas revenus en France, contrairement au postulat statistique de l'INSEE, qui considérait, qui était parti du postulat que comme ils ne sont pas là, qu'on ne peut pas les recenser, on considère que les Français de l'étranger, voilà, c'est un jeu à somme nulle, il y a autant qui partent qu'autant qui reviennent. Et donc Hervé Lebras signale que non, il y a un chiffre significatif. Je crois que c'est un solde
alors j'ai plus les chiffres en tête, donc je veux pas dire de bêtises, mais son constat final, c'est que finalement, si on prenait plus en compte ces émigrés et ce phénomène de l'immigration, parce on émigre de plus en plus, ça c'est quand même un phénomène à souligner, hein, notamment depuis les années 90 et les années 2000, le phénomène de l'expatriation a quand même grossi, et ça c'est quand même un peu une nouveauté, parce que la France était quand même, comparé aux Anglais, comparé aux Allemands, comparé aux Italiens, avait tendance à peu s'expatrier. Maintenant on s'expatrie beaucoup plus. Donc l'INSEE, pour aller vite, ne prenait pas suffisamment en compte ce phénomène de l'expatriation, de l'émigration, et pour lui il tirait le constat quand même qui était assez important, c'est que si on prenait bien ces chiffres, et au lieu d'avoir ce trou statistique que l'INSEE n'avait pas vu, on arrivait à une France qui était autant une terre d'émigration qu'une terre d'immigration. Et ça peut changer la donne tout de même. Très bien, merci beaucoup. Alors, je veux bien, n'hésitez pas à reposer vos questions, parce que ça va assez vite là le chat, donc je vois peut-être pas toutes les questions, donc n'hésitez pas à les reposer si vous en avez. Je vous rappelle aussi, là on est plus de 200, donc vraiment, n'hésitez pas à intervenir comme Romain et à allumer votre webcam. Alors, on va aborder... Je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Oui, merci. Je viens de lire un message de Sylvie qui disait que les Français à l'étranger étaient des ambassadeurs en fait de leur pays, et je crois que c'est très juste. C'est d'ailleurs une publicité qui se faisait il y a pas mal d'années déjà, avant le départ en vacances des Français, qui se faisait donc à l'initiative du gouvernement français, qui disait Français, vous qui partez à l'étranger, vous êtes des ambassadeurs de votre pays. Je crois que c'est très juste, même si on ne veut pas assumer ce rôle, les autres, les autochtones, nous voient comme des représentants de la France. Et je crois que cela nous donne ou nous oblige d'une certaine façon à, bon, je ne dirais pas un comportement spécifique, mais simplement à ne pas casser du sucre sur le dos de la France. Voilà ce que je veux dire. Je ne viendrai pas à l'idée de critiquer la France lorsque je parle à un Espagnol, étant en Espagne par exemple. Par contre, lorsque je me réunis avec des Français, là la critique peut être... Mais vous avez tout à fait raison. Je pense que la patrie, on dit la mère patrie, c'est un peu comme notre propre mère. On a le droit de la critiquer, nos frères ont le droit de la critiquer, voilà. Mais en tout cas, on ne veut pas que des gens extérieurs à la famille critiquent notre mère. Et je pense qu'on a le même rapport à la France, et c'est pour ça que moi j'ai proposé de laver notre linge sale en famille. C'est pour ça que j'ai proposé, ça ne s'était jamais fait, ce témoignage de Français de l'étranger qui disent à leurs compatriotes de la France de l'intérieur, voilà comment on vous voit à la lumière de notre expatriation. Mais je suis assez d'accord avec vous, je ne vois pas trop l'intérêt qui serait, je pense qu'on a le droit d'être critique avec son propre pays, y compris devant des étrangers. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire comme du politiquement correct où on serait en train de dire que la France est le pays parfait. On a le droit d'être critique, mais je suis assez d'accord avec vous. C'est un témoignage qui était précédemment. On développe ce double comment dirais-je, mécanisme de défense, à savoir qu'on défend. C'est pour ça que j'aime bien l'expatriation, c'est que on défend son propre pays quand on est à l'étranger face à parfois certaines agressions extérieures des gens chez qui on vit, enfin du pays dans lequel on est, et puis à la fois quand on rentre en France, on défend notre pays d'accueil, et je trouve que quelque part c'est sain, parce que le monde est complexe, il n'y a pas de vérité officielle, et puis voilà qu'on ait ce double regard. Moi je dis c'est fantastique, et c'est pour ça que c'est très bien que j'invite toujours à s'ouvrir à l'expatriation, parce que je pense voilà, c'est une expérience qui nous oblige aussi à nous poser beaucoup de questions. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, Marion dit, en effet, quand on est à l'étranger, on prend du recul sur son propre pays. À tout niveau, le bon nous manque et les mauvais côtés sont atténués car on voit aussi les défauts de l'autre pays, la perfection n'existant pas. Je pense qu'elle a assez raison. Non, parce que s'il y avait un pays idéal, parfait, une utopia, ça se saurait, et on irait tous y habiter.
Alors je lis juste un petit peu, c'est HGO24 qui dit « Je suis consultant en mobilité internationale et gère 200 expatriés à l'année. L'expatriation en entreprise est beaucoup moins sexy que les départs individuels hors entreprise. Il est difficile de faire des rapprochements entre les deux. Un petit amalgame se fait donc. » Alors, on peut peut-être évoquer, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, mais à intervenir en webcam, en faisant allumer votre webcam et en suivant les instructions. J'aimerais bien avoir, comme Romain, d'autres interventions. C'est vraiment intéressant d'avoir, c'est le but hein, aussi de ces rendez-vous, c'est d'avoir votre partage d'expérience. Et donc oui, il y a l'aspect du retour qui a été évoqué par Laurence, qui aimerait avoir un petit peu votre avis sur la gestion du retour en France. Et HGO justement 24 qui donnait la statistique suivante que vous donnez aussi dans votre livre, c'est que 70% des personnes qui rentrent, pour la plupart du temps, vont quitter leur entreprise. Donc voilà, je sais que c'est un sujet qui vous est cher, donc je veux bien qu'on parle un petit peu du retour en France à ce moment-là. Oui, parce que je pense que si l'expatriation est une expérience valorisante d'un point de vue personnel, éventuellement même pour un salaire, quelqu'un demandait si en moyenne les salaires sont plus élevés quand on s'expatrie. Là après, bien évidemment, ça dépend du pays. Je pense que de manière générale, dans les pays développés, souvent, moi, les témoignages que j'ai pu avoir, effectivement, on gagnait mieux sa vie lorsqu'on était expatrié. Mais là encore, je pense pas qu'il y ait que ce soit une règle absolue. Alors, je dis l'expatriation, c'est valorisant. Et je dis que c'est même valorisant lorsqu'on se plante dans son expatriation. Hein. Souvent, on me pose la question. Moi, j'ai pas j'ai pas écrit un guide pratique, donc j'ai pas de conseils à donner comment réussir son expatriation. Mais j'aurais tendance à dire que lorsqu'on s'expatrie, et il faut évoquer ça, hein, beaucoup de gens ne s'y sont pas fait, expatriation, ont trouvé ça trop difficile, n'ont pas trouvé de boulot, et même dans ces cas de figure où on se plante, où c'est un échec, ça n'est pas vraiment un échec parce que on rentre et on redécouvre ces avantages que c'est encore offrir la France et on se dit finalement dans mon pays, mon propre pays, les choses ne vont pas si mal parce qu'on a eu un élément de comparaison. Donc pour moi, c'est du win-win comme on dit. Et bon, a fortiori, il vaut mieux réussir son expatriation. Donc quand on revient avec une nouvelle expérience, une nouvelle langue, on a découvert une autre culture. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans une vie. Maintenant, je disais, je pense que l'expatriation est valorisante, mais je pense qu'elle n'est pas suffisamment valorisée. Et l'expatrié, souvent lorsqu'il est de retour en France, il est un peu vu comme un ovni, il fait un peu peur. D'une part, bon, je vous passe sur les clichés qui sont souvent des gens rentrés en France on me disait, alors tu t'es bien amusé pendant tes 10 ans de vacances ou tes 2 ans de vacances, comme si l'expatriation c'était du plaisir. Et il y a aussi le fait que il y a une suspicion. On dit tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ça a beau mentir qu'il vient de loin. J'ai un témoignage assez déchirant d'un entrepreneur, d'un chef d'hôtel qui a vraiment, et j'ai rencontré, donc je sais qu'il ne racontait pas d'histoire, qui a servi dans les plus grands restaurants qui a dirigé des serveurs dans un des plus grands restaurants de New York, donc qui est arrivé à un très haut niveau. En France, on lui proposait un poste de serveur et on lui disait ah oui, mais avec votre expérience, si elle est vraie, vous en savez plus que le patron. Et ça, c'est pas possible. Et vous voyez, donc, les expatriés ont du mal souvent à retrouver leur place dans le trafic, comme je dis souvent dans le monde de l'entreprise. Et c'est très dommage, parce que finalement, on préfère le familier, des gens qui font partie qui sont restés en France et qui vont gravir les échelons, tandis qu'une expérience extérieure, elle est difficile à quantifier, on ne sait pas trop, et c'est pas facile. C'est pas facile et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le choc du retour, le spin du retour, parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment valorisés. Et ça, je sais pas comment on peut régler ce problème, mais il faut nous expatriés, on réussisse à convaincre d'éventuels employeurs qu'on peut apporter un plus, un autre regard
là encore, il faut avancer sur des œufs et pas donner l'impression qu'on arrive en étant plus intelligent que les autres parce qu'on a eu cette expérience de l'expatriation. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose à mettre en avant, essayer de montrer à l'employeur que c'est quelque chose de positif. Merci beaucoup. Je vais rebondir juste par rapport à une question là, de HGO qui, lui, en fait, gère des expatriés de l'entreprise. Et du coup, en fait, sa question, c'est un petit peu de dire, mais que faire pour justement, que mettre en place pour pouvoir garder les expatriés sur le retour? Est-ce que vous avez des conseils éventuellement à donner à ce sujet-là? Vous pouvez répéter, je suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question. Alors en fait, lui, il gère des expatriés d'entreprise et du coup, il pose la question, attendez, je vais essayer de la retrouver. Quelle solution interne pour garder son expatrié de retour et ne pas subir la double peine pour l'entreprise, à savoir perdre la capitalisation de connaissances de l'expat de retour et perdre l'investissement financier que son expatriation a généré? Parce qu'évidemment, ça coûte très cher l'expatriation. Donc voilà, est-ce que vous avez une réponse? Je sais pas si, malheureusement, je sais pas si j'ai une réponse, mais le phénomène est intéressant. Après, cher monsieur, vous aurez peut-être fait tout pour bien accueillir cet expat de retour, et malgré tout il partira, parce que c'est vrai que c'est un phénomène. Après, lorsqu'on a goûté à quelque chose, on a peut-être envie de s'ouvrir d'autres horizons. On dit expat, c'est quoi l'expression? Peut-être que Florence vous pouvez m'aider. Expat une fois, expat toujours. Je ne sais pas. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est vrai que souvent, à tort ou à raison, l'expat de retour est vu un peu comme un électron libre qui va être plus difficile à modeler quelque part, parce qu'il a eu cette, je vois quelqu'un dit qu'il est vu comme différent, un peu aventurier, et c'est vrai. Alors, écoutez, réservez-lui cet expat de retour le meilleur accueil, donnez-lui peut-être, si vous êtes tourné vers l'étranger, des tâches. Moi, je peux prendre, si je peux donner mon expérience personnelle. Moi, j'ai été correspondante pendant 10-12 ans, donc voilà, j'avais une autre vision des choses que si j'étais un journaliste qui était resté dans une rédaction parisienne. Aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond assez bien, qui est, je travaille pour le magazine européen d'Arte, et ça m'amène à aller en reportage à travers l'Europe, dans différents pays, et ça me convient tout à fait parce que j'ai développé cette fibre un petit peu de rencontre avec d'autres cultures. Donc, essayer de trouver un profil, un type de mission qui correspondrait à son profil. C'est le modeste conseil que je peux vous donner, mais j'ai pas de solution miracle. Sylvie rajoute juste, est-ce que l'expérience de l'expatriation n'ouvre pas nécessairement l'expérience de l'expatriation n'ouvre pas nécessairement au travail en relation avec l'étranger, une orientation de carrière en quelque sorte pourrait être peut-être revue. Vous pouvez du coup parler si vous voulez, Sylvie, pour exprimer ce que vous disiez. Vous m'entendez là, ça va? Oui. Oui, effectivement, moi il me semble que se dire qu'on va faire une expérience à l'étranger, puis qu'ensuite on rentre, et puis ça comme si on n'avait pas été à l'étranger, c'est pas possible. En même temps, il est normal que ceux qui n'ont pas connu cette expérience à l'étranger, inquiets, méfiants, etc., parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et en réalité, la vraie valorisation, il me semble, d'une expérience à l'étranger, c'est l'étranger, c'est le travail avec l'étranger. C'est cette compétence qui a été acquise en d'autres cultures, de la relation avec des personnes d'une autre culture, qui peut valoriser toute la carrière après. C'est tout à fait dans le sens de ce que je disais. Je pense qu'effectivement, il faut essayer, pour rebondir sur ce que disait ce monsieur, ce que vous dites, effectivement, il faut essayer de trouver, bon, c'est le boulot aussi, non seulement de l'employeur, mais aussi de l'expatrié de retour, essayer de trouver quelque chose qui corresponde avec cette fibre qu'on a développée, et qui peut être un plus aussi pour l'entreprise. Alors, c'est essayer de mettre en avant le bagage qu'on a acquis, parce que effectivement, il n'y a pas de raison, il faut essayer de valoriser cette expérience, ça c'est évident. Très bien, alors j'ai une question de Nicolas, je ne sais pas si elle s'adresse forcément à vous, mais peut-être aussi à la communauté. Est-ce que vous avez fait appel à un cabinet spécialisé pour préparer votre expatriation et vous aider à bien négocier avec votre entreprise? Si vous voulez répondre, Christian, sinon peut-être que dans la communauté, vous pouvez aussi, n'hésitez pas à répondre à Nicolas. Je n'ai pas fait appel à des
un cabinet d'expertise pour m'expatrier. C'était un choix personnel. Lorsque j'ai quitté la France, j'étais journaliste politique à Radio France Internationale. J'ai décidé, pour des raisons à la fois privées et puis professionnelles, parce que j'en avais un peu assez d'être reporter politique, je voulais faire quelque chose d'un peu différent et correspondant à Londres, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Voilà, c'est un choix totalement personnel, et moi je me suis senti dans la peau de l'aventurier qui saute à mes risques et périls, parce que je quittais un emploi d'un contrat à durée indéterminée pour un job d'indépendant, de freelance, comme on dit. Alors on avait une question aussi de James. Selon vous, est-ce que les Français fuient-ils de plus en plus la France? Est-ce que c'est une fuite finalement? Est-ce que, enfin, c'est vrai que comme vous le disiez, il y a de plus en plus d'expatriation. Si on compare, je crois, il y a 15 ans, c'est ça, on était, je me souviens plus des chiffres en fait, vous pourrez peut-être me les redire, mais est-ce que les Français fuient de plus en plus la France? Alors voilà, ça c'est un terme qui est dur, hein, le terme de fuite. Alors soyons clairs, la France, c'est un pays qui reste un pays riche, avec un système d'éducation, un système de santé comme solide, avantageux. Donc je ne pense pas qu'on fuit la France comme on fuit le Sénégal, ou on fuit des pays où là on a des niveaux de vie, ou aussi on fuit des systèmes de dictature. Donc voilà, faire attention au terme. Le terme fuite est quand même un terme fort. Mais moi je dirais, pour employer un terme moins fort, qu'il y a quand même une expatriation positive et une expatriation négative. Positive parce qu'on veut découvrir quelque chose d'autre, parce que ça nous correspond, parce qu'on veut suivre un conjoint, parce qu'on veut parler notre langue. Mais il y a aussi une expatriation négative qui fait que parce qu'on n'arrive pas à trouver un job, parce qu'on n'arrive pas à monter son entreprise, parce que les salaires sont modiques, ou parce que l'humeur du pays vous rend maussade, voilà, vous fuyez, alors, vous partez de la France. Et ça, souvent, j'ai eu ce sentiment, lorsque j'ai recueilli les témoignages des Français expatriés, oui. Alors après, on peut pas le quantifier, c'est difficile. Après, il peut y avoir aussi pour une même personne ressentir un double mouvement positif et négatif. On peut à la fois vouloir découvrir d'autres horizons, en même temps, on peut vouloir quitter une France qu'on trouve un peu étriquée, poussiéreuse, bloquée. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ashgo a allumé sa caméra. Je vais vous faire entrer, Ashgo. Il y a Sylvie et d'autres qui ont l'air d'accord sur donc ne pas utiliser le terme fuite, mais ils ont pensé à ouverture nouvelle vers l'étranger, qui pourrait être un terme peut-être plus approprié. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que dit James, qui me pose la question justement, ne sentez-vous pas une tendance qui s'inverse? Effectivement, ça c'est une grande question. Je dois dire, bon, ce livre est écrit en 2010, et ce serait bien de pouvoir voir depuis ce qui s'est passé avec le phénomène de la crise. Hein, on pense à ça évidemment. Je n'ai pas l'impression que les chiffres, si tant est qu'on puisse leur apporter une certaine crédibilité, parce qu'on se base sur le registre mondial des Français d'étrangers, donc il faut que les gens soient immatriculés auprès des consulats. Donc, mais la tendance ne montre pas une sorte de reflux, de retour vers la France, comme on a pu le lire dans des journaux parfois sérieux, qui à mon avis ne faisaient pas sérieux leur travail. Le Monde, pour ne pas le citer, qui avait écrit un article sur tous les Français de Londres qui étaient supposés rentrer comme s'ils rentraient sur le radeau de la Méduse, qui fuyait une Angleterre fuyant de toutes parts. Franchement, les chiffres ne montrent pas ça. Ceci étant, la question et là j'ai pas la réponse, je vous le dis tout de suite, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on a remarqué un ralentissement de l'expatriation qui serait lié à la crise? À savoir, est-ce que maintenant que le taux de chômage est très élevé en Angleterre, aux États-Unis notamment,
est-ce que maintenant que ça n'est plus le plein emploi, est-ce que effectivement les Français de l'étranger en ayant pris conscience, non les Français en France plutôt, ayant pris conscience, hésitent à s'expatrier? Ça, ce serait intéressant de se poser la question. Où est-ce qu'ils vont vers d'autres zones géographiques? Ça pourrait être intéressant. On pense notamment aux pays émergents, hein, la Chine, l'Inde, le Brésil. Est-ce qu'on se dirige plus vers ces pays que vers les locomotives de l'économie occidentale d'avant 2008? Voilà, ça je livre ça à votre sagacité si vous avez des témoignages dans votre entourage, savoir est-ce que les gens s'expatrient moins ou hésitent plus à s'expatrier ou s'expatrient dans d'autres zones du fait de la crise. Ça c'est quelque chose qui justement, je pense que Ashgo va pouvoir répondre parce que donc c'est justement lui qui gère des expatriés. Merci Ashgo d'avoir allumé votre caméra, comme ça on va pouvoir avoir votre témoignage. Donc je voyais que vous réagissiez à la question sur la crise, donc allez-y, on vous écoute. N'hésitez pas d'abord peut-être à vous présenter rapidement avant de réagir donc aux propos par rapport à la crise. Oui, alors moi je suis consultant en mobilité internationale, donc je gère des expatriés pour des grands groupes et entreprises internationales. En fait, depuis la crise, il y a deux chemins différents. Moi, j'ai l'impression de gérer beaucoup plus d'expatriés depuis la crise, parce que je pense que les budgets des entreprises internationales ne diminuent pas forcément durant la crise. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va remarquer que le budget de communication marketing va diminuer fortement. Tout ce qui reste important de l'industrie, par exemple l'automobile, le pétrole, les énergies, etc. Peut-être à se développer un peu plus, même pendant la crise, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui apparaissent pendant ces moments-là, en fait. Donc, je pense pas vraiment que, en tout cas pour l'expatriation d'entreprise, j'insiste parce que c'est vrai que c'est différent pour les gens qui partent de leur côté que ceux qui partent en entreprise. L'expatriation d'entreprise n'a pas vraiment tendance à baisser ou à diminuer pendant la crise. Je vous laisse réagir, Christian, si vous voulez, ou on passe à... Oui, je trouve que c'est plus sa valeur des témoignages. Comme je n'avais pas forcément de réponse à cette question, j'ai un élément de réponse. En tout cas, bon, ça concerne effectivement, comme nous dit Hugo, un créneau particulier qui est l'expatriation d'entreprise. Donc, si je vous suis bien, Hugo, on envoie toujours autant de personnes vers l'étranger malgré la crise. Et ça, je trouve que c'est un élément intéressant quand même. Oui, parce que ce qui est peut-être immoral pour certains, c'est vrai que la crise va soulever peut-être plus d'enjeux et d'opportunités pour les entreprises pour s'implanter. Chaque crise génère des opportunités, que ce soit des appels d'offres ou des nouveaux projets. Je pense vraiment surtout au marché de l'énergie. Quand on voit par exemple ce qui peut se passer dans les révolutions arabes ou en Libye dernièrement, tout ceci ouvre des opportunités pour les entreprises également, et donc nécessite des savoir-faire et ouvre des portes pour l'exploitation, effectivement. Vous aviez des questions sinon, Ashgo24, je vous appelle comme ça, désolé. Pas de souci. Moi en fait effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le retour de l'expatrié en France. Donc effectivement, la société a déjà cette statistique qui dit que 70% des expatriés de retour ont tendance à quitter leur entreprise. Autant pour des problèmes sociaux qu'on a pu évoquer plus tôt, c'est vrai que c'est difficile pour l'expatrié de retour de retrouver son pays au bout de 3 ans, que ce soit de retrouver ses amis, etc., de retrouver une place sociale. Mais également, je pense que le plus important, c'est l'entreprise. L'expatrié a souvent plus de, développe beaucoup plus ses compétences, a plus de responsabilités à l'étranger qu'il n'a pu en avoir de par son emploi en France. Et à son retour, en fait, il se retrouve un peu mis de côté ou dans la même situation qu'avant son départ, qui en fait ne met pas en valeur ce qu'il a pu apprendre à l'étranger. Et en fait, moi, ce que je pense véritablement, c'est que les entreprises sont trop focalisées sur le départ, pour tout ce que ça implique, la gestion fiscale, immigratoire, bien accueillir le salarié dans la filiale ou bien l'implanter
il y a pas de filiale. Et après, on va juste préférer à l'aider à revenir en France. Mais entre-temps, l'entreprise ne développe pas forcément d'outils pour garder des liens avec le salarié. Et je pense que c'est là qu'elle perd son salarié la plus grande partie du temps. Voilà. Tout à fait, c'est tout à fait intéressant votre témoignage et je pense que c'est une expérience qui trop malheureusement, trop souvent malheureusement se répète effectivement pour des raisons un peu complexes. On n'arrive pas à valoriser cette expatriation et ça n'est pas pris suffisamment en compte. Notamment, il faut aussi souligner que l'expatriation, c'est pas juste le retour d'expatriation, c'est pas juste une question de retour dans l'entreprise, c'est qu'après on a 10 000 soucis qui arrivent en même temps. C'est-à-dire qu'il faut se reconnecter avec l'administration française, la sécurité sociale, le logement, 10 000 tracas et tout arrive en même temps, le retour. Souvent, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais le retour d'expatriation est parfois plus difficile que l'expatriation elle-même. Et d'autant plus que ça se double d'une forme d'incompréhension. On se dit quand même, je rentre dans mon pays, c'est encore plus dur, plus compliqué que dans le pays où je vivais précédemment. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut gérer, mais je pense que c'est le rôle des entreprises d'essayer de faire en sorte que le retour se passe le mieux possible. Je pense que aussi on a tous notre responsabilité et c'est à nous, expatriés de retour, de bien préparer son retour. Enfin, je dis ça comme si je l'avais parfaitement préparé. Ma femme ne sera pas tout à fait d'accord avec moi. Merci. Alors, on avait une question de Laurence. Les expats ont-ils une personnalité spéciale ou l'expatriation est-elle le résultat d'un concours de circonstances? Grosso modo, les expatriés sont-ils des ovnis? Oh là, une question hautement philosophique. Je dirais que je ne sais pas s'il y a un gène de l'expatriation, si on l'a isolé, mais en tout cas, je pense que voilà, faut quand même avoir cet état d'esprit un peu aventurier, et surtout si on part soi-même. Je pense que c'est évident qu'on retrouve une personnalité chez l'expatrié, une personnalité qui veut aller de l'avant, qui est prête à prendre des risques. Je voyais quelqu'un qui signalait que dans un journal télévisé, on disait que 7 Français sur 10 avaient vécu dans leur ville et n'avaient jamais bougé de leur ville. Oui, effectivement, ils n'ont pas, eux, le gène de l'expatriation. Et voilà. En même temps, ce qui est important, à mon avis, de bien gérer, c'est quand on s'adresse aux personnes qui ne se sont pas expatriées. Je pense qu'il faut souvent, certains expatriés commettent, à mon avis, une maladresse en leur faisant sentir qu'ils sont un petit peu, qu'ils sont restés les deux pieds dans le même sabot. Je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine modestie, qui n'est pas toujours le fort des expatriés, qui ont le sentiment d'avoir un peu la science infuse, d'avoir tout vu. Bon voilà, il y a des gens qui préfèrent vivre dans la région. Il n'y a rien de mal à ça, on est tous différents. Il y en a qui préfèrent bouger. Je pense que voilà, encore une fois, il y a aussi certains expatriés qui ont bougé, mais qui en même temps n'ont pas vraiment bougé dans leur tête et qui restent en vase clos. Alors que des gens qui bougent pas forcément de leur région d'origine peuvent avoir un esprit ouvert. Donc voilà, je voudrais pas faire comme si on était une race à part, une race supérieure. Mais bon, ceci étant, je pense qu'il faut effectivement un esprit un petit peu, un esprit d'aventure, vouloir voir si le monde est différent ailleurs. Et voilà, et je pense que c'est ce qui anime beaucoup de Français d'étrangers. Très bien, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires ou à intervenir, ou si soit Romain, soit Sonia, soit Ashgo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'en fait c'est un état d'esprit l'expatriation ou simplement l'immigration. Je crois que c'est un état d'esprit. C'est peut-être plus proche d'un gène qu'on peut avoir plutôt que de circonstances. Je crois qu'on a envie de découvrir d'autres terres, d'autres pays. Ce n'est pas pareil que lorsqu'on part faire du tourisme. Je veux dire, le touriste, selon l'expression consacrée, c'est celui qui sait quand il revient, mais le voyageur, en fait, c'est celui qui ne sait jamais quand il revient. Je crois que moi, je suis davantage
voyageur dans l'âme plutôt que touriste en fait. Je suis là en Espagne aujourd'hui, très possible que dans un prochain temps je m'installe ailleurs, ou même que je rentre en France pendant 3-4 ans, pourquoi pas. Je l'ai fait il y a 10 ans, j'étais rentré en France pendant 4 ans et j'en suis reparti après. Je crois que c'est un état d'esprit, me semble. Maintenant, il faut pouvoir aussi, je crois. Si on a une famille, des enfants, c'est nettement plus compliqué. Et effectivement, là vous avez tout à fait raison, l'expatriation elle est plus facile, hein, quelque part, je crois avoir vu sur le chat quelqu'un qui demandait s'il y a un âge en moyenne. Je pense que c'est plus facile une expatriation lorsqu'on n'a pas des responsabilités parentales, familiales. C'est plus facile donc quand on est jeune parce que on est prêt à prendre un risque. L'expatriation par nature, c'est risqué. Je veux dire, bon, bien sûr, il y a l'expatriation d'entreprise qui est un cas à part, mais lorsqu'on s'expatrie soi-même, c'est plus risqué. Et puis, c'est vrai qu'il faut aimer être l'aventure, faut aimer cet esprit d'aventure et cette incertitude. Moi, je sais, quand je me suis expatrié en 99, quand je suis parti en Angleterre, je m'étais dit, oh, je vais rester 2, 3, 4 ans. J'y suis resté 12 ans. Et on est prêt, à l'expatriation, on est prêt à se laisser guider par les événements et à s'adapter aux événements. Et voilà, on n'a pas besoin d'avoir une feuille de route préétablie. Et c'est ça, c'est la glorieuse incertitude de l'expatriation. Et voilà, je suis très intéressé, je vois sur le chat Laurence qui nous dit qu'elle a écrit un roman sur l'expatriation. Séville ici ou ailleurs, je trouve que voilà, c'est bien. Hein. Moi j'ai écrit un bouquin de journaliste, mais il y a des gens qui écrivent des fictions aussi sur l'expatriation, et je trouve ça fort intéressant. Très bien, merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui veulent réagir, Sonia, Ashgo, si vous voulez réagir, sinon je continue à lire le chat. S'il y a les dernières questions, parce qu'en fait, vous voyez que le temps défile et qu'il nous reste à peu près 10 minutes, donc sinon on va conclure. Mais si vous voulez réagir, Sonia, Ashgo, n'hésitez pas. Moi, je vais juste terminer en lisant également le chat. Effectivement, je pense que l'expatriation ne se fait pas sans la famille. La famille est vraiment le point clé de l'expatriation. C'est-à-dire que quand on expatrie un savoir-faire, le salarié va toujours se retrouver parce qu'il aura de nouvelles perspectives, un challenge et quelque chose qui est en croissance avec sa carrière. Pour le coup, on s'aperçoit que les expatriations qui échouent, c'est une expatriation, la famille n'a pas été prise en compte. Donc voilà, si l'épouse doit quitter son emploi, quelle perspective pour elle à l'étranger? Est-ce que les enfants dits de troisième culture, donc qui ont déménagé au moins une fois dans leurs 5 ans dans un pays étranger, est-ce qu'ils vont pouvoir s'adapter aussi facilement selon l'âge qu'ils ont? Donc c'est vrai que c'est pour moi le point le plus important de l'expatriation, c'est de préparer la famille à l'expatriation avant même de préparer le salarié. Et ça, c'est vrai que les enfants, hein, c'est toujours difficile. Hein. Je pense c'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir bien à son expatriation lorsqu'on a une famille, parce que c'est un déchirement. Hein, lorsqu'on quitte la France ou lorsqu'on quitte, là encore, permettez-moi un témoignage personnel pour mon enfant qui a 6 ans, qui a toujours vécu en Angleterre, qui parle français avec un accent anglais. C'est très dur pour lui de revenir en France. Il n'a pas ses repères, il n'a pas ses amis. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est plus une décision. Je dis pas que lorsqu'on est seul et lorsqu'on est jeune, c'est une décision à la légère, mais pour parler trivialement, je dirais que quand on a une famille, on a moins le droit de se planter. Sonia, vous avez un petit mot à ajouter? Vous voulez poser une dernière question ou réagir? Non, c'est bon. Je vous remercie pour ce témoignage. C'était très intéressant et merci de m'avoir donné l'opportunité de participer. Bah, pas de souci, c'était avec grand plaisir. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de conclure. Comme je disais juste à William, oui, il n'était pas là au début du rendez-vous, on a en effet parlé de la différence entre expatriés et immigrés, donc voilà, je suis désolée, on va pas pouvoir l'évoquer de nouveau. Écoutez, Si je peux rajouter un dernier point aussi dans le profil sociologique des Français de l'étranger, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y a beaucoup de binationaux. C'est des gens qui ont une double nationalité, donc qui ont déjà un certain double regard, ou alors de couples mixtes, et donc avec des couples de nationalités dans le couple. Et je trouve que voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut aller chercher dans l'expatriation. On peut partir seul et revenir avec une famille, ça arrive aussi, et avec une famille avec une double nationalité.
Bah, merci beaucoup. Je vais vous redonner la parole de manière Christian pour conclure. Mais écoutez, je vous remercie vraiment tous. C'était vraiment très très intéressant comme rendez-vous. Merci d'avoir partagé votre expérience. Je vois que le chat a vraiment été bien rempli et vous avez bien participé. J'en suis ravie. Merci surtout à Christian, voilà, de nous avoir fait le grand honneur de participer à ce rendez-vous. Je vous rappelle, j'ai mis le lien. Je le remets tout de suite. Je vous conseille fortement vraiment de lire son livre. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Son livre, c'est France, je t'aime, je te quitte. Et voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin suite à cet échange, je pense qu'il vous intéressera. Et pour information, Christian est en train d'écrire un autre livre sur le sujet, sur l'Angleterre, en fait. Donc, affaire à suivre. Juste une dernière petite chose, je vous sollicite en fait surtout pour si vous pouvez laisser, vous voyez, juste à côté de l'onglet live, il y a un onglet qui s'appelle feedback. Je serais ravie en fait d'avoir vos impressions en fait sur ce rendez-vous, vos retours. Voilà, ça nous fera plaisir, ça nous encourage à organiser d'autres rendez-vous et en faire de plus en plus. Pour vous, on était plus de 200 à ce rendez-vous, donc j'en suis vraiment ravie. C'est que c'est un sujet qui intéresse et tant mieux. Donc oui, alors à Blandine, oui, bien sûr, pas de souci. On essaiera de faire un sujet sur le nouveau livre sur l'Angleterre. Quand est-ce qu'il va paraître, Monsieur Rodeau, ce livre? En juin. En juin, donc c'est très bientôt. D'accord, moi j'essaierai de donner l'information. Souvent, je donne beaucoup d'informations en fait sur la page Facebook, donc www.facebook.com/expatunited. Donc n'hésitez pas à souscrire, à devenir fan, comme ça vous aurez plein d'infos. Je donne pas mal tous les jours, je fais un petit peu de veille sur l'expatriation, donc et je véhicule pas mal d'infos, donc n'hésitez pas. Et pour conclure, donc n'hésitez pas à laisser les feedbacks, n'hésitez surtout pas à parler d'Expat United autour de vous. Comme on disait, vous êtes les ambassadeurs des Français à l'étranger. Si vous pouviez être juste un petit peu ambassadeur pour Expat United et nous aider à nous faire connaître, ce serait super gentil. C'est une idée formidable que vous avez. Je me permets de vous couper là pour vous dire ça. C'est vraiment formidable comme idée. C'est très enrichissant. On se retrouve là, plein de gens de parler pour un sujet qui nous intéresse tous. On est aux quatre coins du monde, et c'est grâce à vous et cette plateforme qu'on a la chance de pouvoir dialoguer, ce qui serait tout à fait inconcevable hors de cet outil merveilleux qu'est l'informatique. Donc je vous remercie de le faire, et je vous encourage vivement à poursuivre dans cette voie. Pour moi, de ma part, chaque fois que je le pourrai, je serai présent au rendez-vous. Et merci Christian pour votre livre que je vais acheter, je vais le lire, et je suis intéressé par ce que vous avez écrit. Donc voilà. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Moi, je veux rajouter aussi, je veux citer le mot de la fin, mais en tout cas, je sais que ça m'est arrivé lorsque je faisais la promotion de ce livre assez souvent, plusieurs fois, d'être en contact avec les Français de l'étranger, et j'avoue que c'est toujours un échange enrichissant, et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Je pense qu'on a eu un échange intéressant. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Chacun a sa vision un peu de l'expatriation, mais c'est ça la diversité. Et vraiment, voilà, moi ça a été un grand plaisir. Et moi je salue effectivement aussi des initiatives comme celle d'Expat United, parce que je pense que avoir ce carrefour, en plus réussir à avoir tout le monde à une même heure alors qu'on est aux quatre coins de la planète, je trouve que c'est quand même un tour de force. Et donc voilà, merci. Moi-même, je tiens à remercier l'organisatrice de cet événement. Merci beaucoup. Comme oui, en effet, juste pour rebondir par rapport à ce que disait Romain, moi je prends aussi beaucoup de plaisir à animer ces rendez-vous. Je trouve ça, vive la technologie qui nous permet du coup de se parler avec. Vous êtes en Espagne, je crois, d'autres qui étaient à Taïwan, aux États-Unis. Voilà, c'est un vrai plaisir, et moi j'adore ce partage d'expérience qu'on peut avoir grâce à cet outil avec des experts en effet qu'on amène chez vous en quelque sorte. Et voilà, et moi j'apprécie beaucoup, et donc j'ai envie de continuer. N'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez aborder. Pareil, il y a un onglet qui va vous permettre d'indiquer les sujets que vous aimeriez qu'on évoque, et on essaiera du coup de trouver les bonnes personnes pour en parler. Donc n'hésitez pas à nous donner aussi vos idées. Oui, Florence, juste une chose encore, et désolé, je suis un intermittent. Je vois que certaines personnes veulent entrer en contact avec moi. La chose la plus simple,
j'ai un site à ma gloire personnelle donc qui s'appelle tout simplement christianroudeau.com, et là vous pourrez me laisser un message, éventuellement un email, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, Christian, c'est mon patronyme, hein, christianroudeau.com. Eh bien, écoutez, je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Je ne sais pas où vous en êtes de votre fuseau horaire, mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois à tous et surtout à Monsieur Roudeau pour sa présence et vos témoignages très intéressants. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.